À la une de ce 20h, les préparatifs de la semaine de la réconciliation nationale sont lancés. Une semaine qui se déroule du 15 au 21 septembre prochain. Objectif, renforcer la cohésion sociale et la paix au Mali. Attention, les piscines ou les fleuves peuvent être dangereux. Les enfants sont les plus exposés aux noyades en cette période de crue. La rédaction s'intéresse au sujet et justement, nous recevons comme invité ce soir M. Djoro Bokoum, directeur national de l'hydraulique. Avec lui, il sera question de la montée des eaux au Mali. L'arachide et Kita, c'est toute une histoire. Les populations en raffolent et la région demeure une des grandes zones de production. Gros plan sur l'arachide à suivre avec Mahamadi Alioubari. Dans la chronique culture, focus ce soir sur le centre culturel chorégraphique, les activités dans ce centre multifonctionnel, la création artistique avec à la clé l'apprentissage, la promotion et la diffusion des œuvres. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur Bokoum, bonsoir. Bonsoir, monsieur Traoré. Merci de répondre à notre invitation. Je vous reviens tout à l'heure. Merci beaucoup. Faisons de la diversité un atout pour la cohésion sociale au Mali. Thème de la première édition de la semaine de la réconciliation nationale. L'événement vise à renforcer la cohésion sociale et la paix au Mali. Il se déroule du 15 au 21 septembre 2020 au Mali, 2022 au Mali et dans nos ambassades. Le ministre en charge de la réconciliation nationale était cet après-midi face à la presse pour lancer les préparatifs de cet événement. C'était en présence de notre reporter Batraoré. Le Mali a l'ère du renforcement de sa cohésion sociale à travers la Semaine nationale de la réconciliation nationale. Étant l'une des recommandations de la conférence d'entente nationale tenue à Bamako en 2019, la Semaine nationale de la réconciliation tient sa première édition du 15 au 21 septembre 2022 sous le thème « Faisons de la diversité un atout pour la cohésion sociale au Mali ». Le choix de cette période est symbolique car elle précède la commémoration de la fête d'indépendance du Mali, symbole d'unité, de nationalité et de souveraineté. La Semaine de la réconciliation nationale vise à restaurer la paix et à renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble à travers les actions visant à cultiver les valeurs de réconciliation et de vivre ensemble, sensibiliser les acteurs nationaux et internationaux sur le processus de la réconciliation de la paix, vulgariser les instruments dédiés à la promotion du patriotisme, du civisme, de la paix et de la cohésion sociale. Cette première édition de la Semaine nationale de la réconciliation sera marquée par des activités relatives à l'éducation, aux arts et à la culture, à la coopération civilo-militaire, à la promotion du genre, entre autres. Les activités de la Semaine de la réconciliation nationale seront mises à profit pour le maximum de communication sur la paix, la réconciliation et la cohésion sociale en mettant l'accent sur nos valeurs fondamentales relatives au partage, à la tolérance et au vivre ensemble. Plusieurs départements ministériels sont impliqués dans l'organisation de l'événement. L'organisation de la semaine est assurée par une commission nationale d'organisation dont les travaux sont lancés à partir de ce point de presse. La dite commission est composée des représentants de plusieurs départements ministériels et placée sous la présidence de M. Sidi Kamara, secrétaire général du ministère en charge de la réconciliation. Pour sa réussite, il faut l'implication de toutes et de tous, de l'intérieur comme de l'extérieur, chacun à sa manière et conformément aux objectifs visés pour contribuer à rehausser l'éclat de cet événement unique. Ces points de presse et la présentation du logo marquent le lancement officiel de la première édition de la Semaine nationale de la réconciliation. Et dans la foulée, le Haut Conseil islamique du Mali annonce un forum dédié à la recherche de la paix et de la cohabitation pacifique. Un événement prévu également les 21, 22 et 23 septembre prochains. Plus de 10 pays sont attendus à Bamako. Information rendue publique face à la presse en présence de notre reporter Boubacar Kanouté. La guerre, c'est la guerre des hommes. La paix, c'est la guerre des idées, disait un apôtre de la paix. Le Haut Conseil islamique du Mali est désormais dans une dynamique avant-gardiste et animé par l'esprit de fédérer toutes les organisations qui parlent au nom de l'islam, afin de promouvoir ensemble la paix, la sécurité et la stabilité dans le Sahel. C'est dans le but d'asseoir une paix durable, gage de développement. Ce sont entre autres la vision de ce forum que notre pays s'apprête à organiser.
C'est le Haut Conseil qui a initié ça, c'est la première fois. Donc c'est l'image du Mali. C'est pour cela que le gouvernement nous a beaucoup appuyé techniquement pour faciliter cette grande forum. Les faîtières qui regroupent, qui parlent au nom de la communauté musulmane dans leur pays, c'est les leaders de ces pays-là qui vont participer à ce grand forum. Nous, on a voulu organiser ça dans le cadre des festivités du 22 septembre. C'est pour manifester un peu la diplomatie religieuse. Le président du Haut Conseil islamique apprécie le travail abattu jusque-là par les commissions mises en place. Il a demandé l'implication de tous pour parvenir à un résultat probant. Alors, il y a l'abé minunke ou yira ana anya ni ala sona amobi mina ou yeninde. Ola sisa. Nous saluons déjà le travail entrepris par les commissions. Nous invitons tous les Maliens à se mobiliser pour ce grand rendez-vous dédié à la paix et à la quiétude qui est le forum de Bamako. Ça permet aux co-religionnaires de se connaître davantage et de mutualiser leurs efforts en vue de faire face aux défis du moment. Le choix du mois de septembre pour la tenue de ce forum n'est pas fortuit. Les conférenciers font allusion à l'indépendance de notre pays acquis le 22 septembre 1960. On en vient à l'invité de ce 20h, je vous l'annonçais. Nous recevons ce soir M. Djaouro Bokoum, directeur national de l'hydraulique. Avec lui, nous allons parler de la montée des niveaux d'eau sur l'ensemble des cours d'eau, notamment dans le bassin du Bani où la tendance devient préoccupante. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, dans un communiqué publié le 1er septembre dernier, vous avez tiré la sonnette d'alarme sur la montée des eaux à tous les niveaux. En termes clairs, sommes-nous menacés par les eaux au Mali aujourd'hui? Oui, il faut reconnaître qu'on est en pleine crue, particulièrement dans les bassins du Bani, c'est-à-dire depuis la frontière avec la Côte d'Ivoire, jusqu'à la confluence avec le Niger en Mopti. Et au niveau du haut bassin du Bani, les Baoulés, qui passent par Bougouni et Djouila, et les Bagouillés, c'est les deux grands affluents du Bani qui forment le Bani. Et donc nous avons observé la montée franche à ce niveau, au niveau de nos stations hydrométriques. Et à la date d'aujourd'hui, même ce matin, et quand on regarde la Bougouni, on est à 8,37 m à l'échelle des cris, et à Pankourou, sur les Bagoués, on est à 10,70 m, ce qui est énorme. Et à Sofara sur les Bani, nous sommes à 6,38 m, donc à 12 cm de la cote d'alerte. Et donc quand on compare ces niveaux, mais par rapport à une année moyenne, nous constatons que les hauteurs d'eau observées sont supérieures à celles d'une année moyenne et aussi supérieures à celles aussi de 1967, qui est la plus forte crue qu'on ait jamais enregistrée dans l'histoire de l'hydrologie de notre pays. Très bien, donc du jamais vu, hein. Qu'est-ce qui explique, ou expliquez-nous en quoi cette crue est préoccupante pour notre pays? Cette crue est préoccupante, elle est liée aux précipitations, aux fortes pluies enregistrées dans les bassins. Et quand on considère aussi les informations des météo qui prévoient des fortes pluies courant septembre et qui vont se prolonger aussi jusqu'en octobre, donc tout laisse à croire que le niveau va continuer à monter. Et nous avons des stations que nous observons depuis les années 1920, et la station de Mopti depuis 1922. Nous avons l'histoire de l'hydrologie et donc l'analyse de toutes ces informations que nous traitons sous forme de bulletins et que nous mettons à la disposition des médias. C'est les liens de remercier leur terme aussi qui publient exactement. Et c'est donc toutes ces informations qui nous amènent à anticiper pour vraiment éviter des désagréments et aussi donner des informations à d'autres services comme la Direction générale de la protection civile et du développement social pour qu'on puisse apporter de l'assistance à ces populations.
Donc c'est des informations que nous disposons, que nous traitons et que nous mettons à la disposition des différents services et des différents acteurs. Je reviens tout à l'heure, monsieur le directeur. Juste le temps de suivre ce reportage. L'eau, source de vie, mais souvent elle peut être fatale, surtout en cette période d'hivernage, nous l'avons dit tout à l'heure. Les enfants sont les plus exposés face aux noyades, en plus des fleuves, des rivières ou encore des marigots. Les cas de noyades dans les piscines sont de plus en plus fréquents à Bamako. Particulièrement, triste exemple la semaine dernière avec la mort de 6 enfants dans une piscine familiale. La rédaction s'est intéressée au sujet, une signature de Anchata Koulibaly. C'est dans cette piscine privée à Sokrodu, en commune 6 du district de Bamako, que le drame de 6 enfants s'est produit ce vendredi 26 août 2022. Retour sur les faits. Ces jours-là, ils ont été partis sous commission. Une fois qu'ils sont arrivés à la porte, c'était le premier jour aussi, le gardien qui est là a pris son exercice. Il n'y avait pas de gardien dans cette cour. Le gardien n'a pas voulu ouvrir la porte, mais puisqu'il ne comprenait pas Bambara également. Il y a un vieux qui était du passage qui les a demandé au gardien, s'il te plaît, ouvre la porte. Ces enfants-là, ils ont l'habitude de venir ici. Le gardien s'est mis debout, il a ouvert en fait la porte, les enfants sont rentrés, il a repris sa place. Entre-temps, le monsieur est parti au travail, la dame aussi était partie au marché. Subitement, le plus âgé s'est jeté, le second aussi comme ça. Ainsi de suite jusqu'aux dernières personnes qui se nomment Amadou Dramé. Second garçon qui a vu que depuis que les enfants sont tombés dans l'eau, il sortait, il faisait des mouvements. Ensuite, à un moment donné, il n'y avait plus de mouvement, il n'y avait plus de signes. Il est sorti subitement, il est venu à la maison. Avant de venir à la maison, il a donné signe au gardien, mais malheureusement, le gardien n'a pas pris en compte. Il est venu à la maison, les femmes nos bonnes qui sont là, ils sont partis avec l'enfant, ils ont trouvé les enfants là dans l'eau. On est avec un jeune ici qui appelle le courant, c'est nos voisins également, c'est le dernier qui est rentré dans le piscine, il les a fait sortir. Ces drames posent la problématique de la responsabilité des parents dans l'éducation et le suivi des enfants, surtout pendant ces vacances. Les vacances, c'est une période que les enfants mettent à profit pour des détentes. Beaucoup se retrouvent dans les piscines ou fleuves pour se baigner sans aucune notion ou protection. Il est demandé quand même au maximum de personnes, si possible à tout et chacun, de pouvoir nager. Ça c'est un de deux aussi. Au cas où vous mettez les piscines dans des endroits, vous devez quand même être en mesure de sécuriser la dite piscine et mettre aussi un responsable de la piscine, en l'occurrence un maître nageur. On a tout le temps demandé aux parents de contenir les enfants, veiller sur les enfants, ne pas les laisser quand même se promener où quand même ils veulent. Je suis là pour de mes enfants, juste pour apprendre. Si vous avez des enfants ou bien vous avez des piscines à la maison, vous pouvez chercher un chef de nageur qui va rester avec les enfants pour la surveiller de temps en temps. Mon travail consiste à apprendre aux gens à nager. Je commence à apprendre aux enfants à nager dès à l'âge de 4 ans. Ce n'est pas facile. Il faut être patient avec les apprenants pour faciliter leur apprentissage. C'est vraiment important d'apprendre à nager. Ça permet d'être à l'abri de certaines situations, comme les cas de noyade et autres. À la suite de cette situation déplorable, nous avons approché la direction régionale de l'urbanisme de Bamako. L'utilisation des piscines dans les maisons doit tenir compte d'un certain nombre de critères. Il y a les critères de la disponibilité de l'espace et il y a des critères de sécurité. Il y a des barrières qu'on installe souvent pour sécuriser les piscines et il y a souvent aussi, à défaut des barrières, il y a des couvertures en toit souvent qu'on utilise. Certains les appellent aussi les abris piscines. Donc ça c'est des mesures qu'il faut réellement tenir pour ne pas que en absence de personnel de sécurité, que les enfants ne puissent tomber dedans. Donc, en dehors de tous ces aspects aussi, les piscines ne doivent pas être exploitées comme ça. Quand on décide d'installer une piscine chez soi,
il va de soi qu'il faut avoir un maître nageur pour l'exploitation par les enfants et même souvent certains membres de la famille. Une piscine n'est pas l'affaire de tout le monde. C'est réellement un truc d'embellissement de la maison, mais c'est aussi un truc de danger public. Ça peut tuer. Face donc à la crue des eaux, la Direction nationale de l'hydraulique tire la sonnette d'alarme et invite les parents à plus de vigilance. Actuellement, la situation hydrologique est marquée par la montée du niveau sur l'ensemble des cours d'eau. Et à la date d'aujourd'hui, les hauteurs d'eau observées au niveau des stations hydrométriques sont supérieures à celles de l'année dernière et aussi supérieures à celles d'une année moyenne. Nous appelons à la prudence les populations riveraines et les usagers de manière à interdire même la baignade des enfants et aussi à éviter la surcharge des pirogues, des pinasses et aussi même des bateaux. L'appel que je lance, c'est dire aux mamans surtout, aux mamans, parce que les enfants, c'est un de leurs droits au loisir, aller s'amuser. Donc, mais avoir de l'attention pour les enfants, à chaque fois qu'un enfant sort, essayer de voir là où il est parti, et donc pour pouvoir prendre des dispositions. Donc ne pas laisser les enfants sortir, aller s'amuser, souvent sans prendre ou bien demander où ils sont allés. C'est surtout en cette période de vacances où peut-être les enfants sont libres. S'amuser aussi, ça fait partie de leurs droits, mais quand même prendre des précautions aussi pour les sécuriser. Savoir nager est un apprentissage indispensable, une arme pour les enfants, surtout quand ils aiment la baignade. Monsieur Bokoum, en voyant ces enfants dans les eaux, que ce soit dans les piscines ou dans nos fleuves, ça vous inquiète? Oui, c'est très inquiétant, surtout pendant cette période où nous assistons vraiment à une montée franche des niveaux de ces cours d'eau. Et là, c'est comme nous l'avons dit dans les reportages, il faut carrément interdire la baignade des enfants. Voilà. 1967, le Mali a enregistré 6,87 m et 2022, 6,38 m. Alors, on n'est pas loin du pic, comme on le dit. Oui, on n'est pas loin du pic, exactement. C'est ce qu'il faut savoir. Et en 1967, à la date du 4 septembre, on était à 5,66 m. Et à la date du 4 septembre, oui, on est à 6,38 m à la station de Sofara. Donc déjà, vous voyez, on est en septembre, et comme nous l'avons dit aussi, exactement, tout laisse à croire que les pluies vont continuer, vont se poursuivre. Donc la montée va se poursuivre aussi. Okay. Tout laisse à croire que nous allons atteindre les niveaux de 1967 dans les bassins libanais. Et donc c'est de dire dès à présent de prendre des dispositions. Et nous avons déjà des équipes qui sont sur place et nous avons activé déjà les comités de veille, exactement sous le leadership des autorités au niveau région, au niveau cercle et au niveau commune, des autorités administratives et politiques, avec les services techniques et avec certains partenaires dont la Croix-Rouge. Aujourd'hui, quand vous partez à Soufara, il y a certains bâtiments qui sont déjà sous les eaux et des édifices publics qui sont déjà menacés. Alors, c'est d'appeler vraiment à la prudence des populations, surtout dans les bassins libanais. Monsieur le directeur, quid des fleuves Niger et Sénégal qui traversent le pays quand même? Absolument, absolument. Au fait, à la différence du Niger, sur le Niger, notamment sur les Sankarani, nous avons les barrages de Sélingué. Et avec l'excellent travail que nous effectuons au niveau de la commission des eaux de la retenue des Sélingué du barrage de Markala, nous avons anticipé les lacets, c'est pour qu'on puisse disposer une marge de manœuvre et éviter à ce qui est la crue du Sankarani et la crue du Niger se superposent et éviter l'inondation à Bamako. Mais par contre, au niveau du Bani, nous avons les deux seuils. Nous avons le seuil des Talo et le seuil des Djéné. Mais un seuil, ça veut dire qu'il y a un niveau au-delà duquel l'ouvrage ne peut plus retenir l'eau. Aujourd'hui, que ce soit le seuil des Talo, que ce soit le seuil des Djéné, sont submergés.
Alors, donc, nous avons une marche de manœuvre sur le Niger. Et nous sommes en train de suivre aussi depuis la frontière avec la Guinée. Mais il faut reconnaître que, en tout cas, jusqu'à maintenant, nous avons reçu plus de pluie dans les bassins d'Ibani, avec la frontière avec la Côte d'Ivoire, que dans les bassins du Niger. Dans les bassins du Sénégal aussi, nous avons l'ouvrage aussi des Manantali qui nous permet aussi de contenir la crue du Sénégal. Et Manantali qui fait 11 milliards de mètres cubes. Et là, quand on regarde aussi à ce niveau, là, au niveau de la retenue, nous sommes à un niveau supérieur à celui de l'année dernière. Que ce soit le Niger, que ce soit le Sénégal, et supérieur aussi à une année moyenne. Très concrètement, monsieur le directeur, est-ce que vous rassurez les Maliens qu'il n'y aura pas d'inondation, particulièrement à Bamako? Non, pour l'instant, nous sommes en train de gérer, mais compte tenu aussi des prévisions, il faut les reconnaître, nous appelons plutôt à la prudence. Nous sommes en train d'effectuer le travail pour qu'on évite l'inondation, notamment à Bamako. Et là, grâce au travail que nous faisons, vraiment avec beaucoup de satisfaction, nous souhaiterons que le travail se poursuive de cette manière et qu'on n'ait pas, en tout cas, qu'on ne soit pas débordé pour Bamako. Et nous le souhaitons, mais on ne sait jamais ce que la nature nous réserve. Une dernière question, un message particulier à lancer aux riverains en termes de conseils pratiques. Est-ce que vous avez également un appel à lancer aux partenaires pour qu'ils vous soutiennent? Oui, d'abord aux riverains, il est évident que le niveau va atteindre un niveau qu'on n'a jamais atteint depuis 1967 dans les bassins d'Ibani. Donc c'est de dire à ces populations d'évacuer les zones inondables et que l'eau va monter. Et il n'y a rien à faire à ce niveau, parce et à l'appel aussi à l'endroit des partenaires et à toutes les bonnes volontés, c'est d'apporter aussi de l'aide à ces populations qui se trouvent déjà, certaines qui se trouvent déjà en situation d'urgence. Il y a des villages qui sont déjà sous les eaux dans cette vallée-là, au niveau de Sofara. Alors, donc, l'appel est là, et c'est à tous les citoyens aussi qui peuvent apporter d'aide à ces citoyens qui sont là en situation d'urgence. Et surtout la prudence à ceux qui sont dans ces bassins-là. Merci beaucoup, monsieur le directeur, de répondre à nos questions. Des pluies diluviennes font des dégâts, nous le disions à l'instant, dans la région de Koutiala. Inondations également dans le cercle de Fana et donc de vivre aux couches vulnérables dans la région de Tombouctou. Ce sont là quelques brèves rassemblées et commentées par Boubacar Kanouté. 20 sacs de riz et 50 kg destinés à 20 familles vulnérables de la ville de Tombouctou. Ces gestes s'inscrivent dans le cadre des actions civilo-militaires du service social des forces armées et de sécurité. Une initiative du 52e régiment motorisé de Niafunké basé à Tombouctou. Objectif visé est de contribuer à la résilience des familles démunies et consolider la collaboration entre population et forces armées. C'est en présence des légitimités traditionnelles, autorités administratives et militaires de la région. Koutiala, une forte pluie s'est abattue sur la ville de Koutiala ce samedi 3 septembre 2022, ce qui a provoqué une inondation à Koko, Toukrosso et au premier quartier. Fort heureusement, il n'y a pas eu de pertes en vies humaines, mais l'on enregistre plusieurs maisons écroulées et des dégâts matériels. Le gouverneur de la région est allé faire le constat et un geste symbolique aux sinistrés. J'ai mis la main dans ma propre poche pour venir en aide et donner l'exemple aux autres services techniques qui sont là, pour qu'on puisse venir en aide rapidement à ceux-là qui sont sans abri aujourd'hui, à ceux-là qui n'ont pas, qui ont perdu tous leurs biens. Et puis, on va appeler aux différentes bonnes volontés de Koutiala, ceux qui ont les moyens de venir en aide, soit en céréales, soit même en argent. Entre 7h et 13h ce samedi, 3 septembre 2022, est tombé sur la ville de Fana et ses environs 80 mm de pluie, entraînant d'énormes dégâts. Il est à signaler qu'aucune perte en vies humaines n'a été pour le moment signalée, selon le chef du service du développement social et de l'économie solidaire. Les populations dépassées par l'ampleur des dégâts interpellent et signalent que la catastrophe est liée à l'insuffisance des caniveaux de drainage d'eau dans la ville de Fana.
On en vient au grand format de la rédaction. L'hivernage propice, période propice à la culture de l'arachide, et Kita demeure une des zones par excellence de production de l'arachide. Dans la région, les graines, l'huile ou encore les pâtes d'arachide sont très prisées par les populations. Bref, entre Kita et l'arachide, c'est toute une histoire. Elle nous est racontée dans ce grand format signé Mahamadi Alioubari. L'arachide est cette légumineuse très ancrée dans les habitudes alimentaires au Mali en général et à Kita en particulier. Elle se consomme crue, grillée ou en pâte dans les sauces presque au niveau de toute la contrée de Kita, une zone réputée grande productrice d'arachide. C'est pourquoi Kita est considérée comme la capitale de l'arachide au Mali. Les griots, comme Bako Dagno avec son titre Tigamunyonko et Soumaïla Kanouté dans Tigedegena, n'ont pas manqué de magnifier l'arachide. La région de Kita, zone de production arachidière par excellence, est malheureusement en cette période d'hivernage devenue une localité où la pâte d'arachide devient de plus en plus chère. Le chou de 5 000 francs CFA est cédé à 6 000 francs, voire 6 500 francs. Et celui de 10 000 francs à 12 000 ou 13 000 francs CFA. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Les consommateurs ne comprennent pas et pensent que le Malien aime tout simplement vendre cher. L'arachide maintenant est laissé au compte des femmes. C'est les femmes qui cultivent maintenant l'arachide dans la région de Kitak. Donc la production était moindre. Finalement, on sentait même que l'arachide n'existait plus. Et quelque chose qui est rare, c'est quelque chose qui a le plus de prix. Donc voilà comment la flambée des pâtes d'arachide et même les graines d'arachide sont venues. Je dis bien pour minimiser vraiment la flambée de prix des pâtes d'arachide et même les graines d'arachide. J'ai fait un cri d'alarme aux plus hautes autorités du pays pour qu'ils prennent en compte réellement la culture de l'arachide, qui fait un plus pour l'économie malienne, un plus également pour la population quitoise. Le grand problème de la production de l'arachide à Kita est dû au manque d'engrais pour les producteurs. Cette année, avec la grande production, je pense que la pâte d'arachide ne connaîtra pas de hausse l'année prochaine. Présentement, la pâte d'arachide est chère car les vendeurs se convergent sur Kenyeba au Sénégal. Ici, le marché de la capitale de l'arachide en dit long, du producteur en passant par les vendeurs de la pâte d'arachide jusqu'aux consommateurs. Chacun défend sa position. Malgré cette situation, la pâte d'arachide reste toujours très convoitée. Je fais la vente des pâtes d'arachide il y a 10 ans. Ça m'apporte des avantages, ça me permet de subvenir à mes besoins dans la famille et au sein de la société. Sur le plan relationnel, les métiers m'offrent plusieurs opportunités dans la vie professionnelle. Ça fait des années que je paie de la pâte d'arachide. Je pense que ça aussi, ça doit être le biais de retour de tous ceux qui viennent en mission à Kita. Je prépare la sauce d'arachide dans mon restaurant 3 fois dans la semaine. Mais avec la cherté, je la prépare 2 fois dans la semaine. Certains séminaristes préfèrent la sauce d'arachide avec des feuilles. Maintenant, c'est difficile pour moi. Selon les nutritionnistes, l'arachide est une excellente source de protéines végétales, bien que ces dernières soient moins complètes que les protéines animales. Cette sauce onctueuse, délicieuse, on l'appelle tigadegana. À côté de la saveur de la sauce pâte d'arachide, il y a aussi des éléments nutritifs importants que cet aliment contient. Donc elle est particulièrement calorique, c'est-à-dire elle fournit beaucoup d'énergie au corps. Si on prend une proportion de 100 mg de pâte d'arachide, ça équivaut à 588 à 460 calories. La pâte d'arachide contient beaucoup de protéines. Les sportifs qui font des exercices physiques dans les gymnases, s'ils veulent avoir vraiment une bonne masse musculaire, ils doivent consommer la pâte d'arachide. Par exemple, il a été prouvé que la pâte d'arachide aussi
est un aliment qui est important sur le système de la reproduction, la santé sexuelle et reproductive, je veux dire. Donc ça augmente la fertilité chez l'homme et aussi ça permet de faciliter l'ovulation. Quand on parle de Kita, tout de suite, ce qui saute à l'œil des Maliens, c'est que c'est la capitale de l'arachide. Donc les superficies emblavées étaient assez importantes. Et aujourd'hui, avec le coton, c'est surtout les femmes qui s'adonnent à la culture de l'arachide. Aujourd'hui, les prix ont augmenté. Alors que la majorité des Maliens, bon an, mal an, tous les jours, presque utilisent l'arachide, la pâte d'arachide. La pâte d'arachide est un véritable cocktail de vitamines et de minéraux indispensables au fonctionnement de l'organisme. Pour preuve, chaque voyageur qui quitte Kita, la première des choses qu'on lui réclame en famille est le show de la pâte emblématique d'arachide de Kita. C'est le cachet particulier de la nouvelle région de Kita. Koulikoro, une région en proie aux accidents de la circulation routière. Téné, de janvier à août 2022, la région a enregistré un total de 2080 cas d'accidents de la circulation routière. L'on déplore 3850 victimes, parmi lesquelles 115 morts, s'il vous plaît, et plus de 3700 blessés. Des chiffres qui font froid dans le dos, les causes évoquées, le non-respect du code de la route, l'excès de vitesse, entre autres. La situation inquiète. Diamba Moussa Konaté est allé à la rencontre des services techniques chargés de la question. La région de Koulikoro est traversée par 7 routes nationales que sont les RN 27, 26, 24, 7, 6, 5 et 3. La deuxième région enregistre également le plus grand flux de transport, ce qui fait qu'elle enregistre le taux le plus élevé d'accidents de la circulation routière avec un total de 2080 cas d'accidents de la circulation routière. Ces accidents ont hélas fait au moins 3850 victimes, parmi lesquelles 115 morts et 3735 blessés de janvier à août 2022. Les causes de ces accidents de la circulation routière sont multiples et variées. Les activités de la protection civile au jour d'aujourd'hui sont dominées par les accidents de la circulation routière. Les causes, elles sont multiples et variées. Nous pouvons retenir le non-respect du code de la route, les excès de vitesse, les surcharges, surtout la non-signalisation des véhicules en panne stationnés au bord des routes. Il y a la conduite en état d'ébriété. Il y a également la non-qualification des chauffeurs. Pour la prévention et la gestion des accidents de la circulation routière dans la région de Koulikoro, les directions régionales de la protection civile, de la police et de la gendarmerie travaillent en étroite collaboration. Dans le cadre de la police de proximité, la direction régionale de la police de Koulikoro privilégie la sensibilisation. La direction régionale est un service administratif. Nos commissariats de sécurité publique, ils interviennent dans les accidents de la voie publique. Dans chaque commissariat de sécurité publique, il y a un bureau de constat et d'accident. Une fois qu'un accident se produit, les éléments de cette section effectuent le déplacement sur les lieux. Une fois sur place, ils procèdent à la sécurisation du lieu d'accident. Une fois la sécurisation terminée, s'il y a des blessés, ils font appel à une équipe de la protection civile pour que celle-ci puisse prendre en charge les blessés. Après, ils procèdent à un déplacement vers les centres de secours pour prendre l'identité des personnes blessées. Et par la suite, nous établissons un procès verbal de constat pour le procureur. En race campagne, ce sont les unités territoriales de gendarmerie qui s'occupent des cas d'accident de la circulation routière. Elles établissent à cet effet les procès verbaux qui sont transmis aux services compétents. Cette mission appartient aux brigades territoriales de gendarmerie, pas aux brigades de recherche ni aux escadrons. Chaque fois qu'ils sont saisis en tout cas de la survenance d'un accident de circulation routière, immédiatement ils se transportent sur les lieux pour constater les faits. Généralement, ils le font aussi des concerts avec la protection civile. C'est en race campagne que la gendarmerie intervient surtout. Après les constatations, les procès-verbaux qui sont établis par l'unité compétente, le procureur aussi est informé, donnant des conseils aussi à travers les brigades territoriales sur le terrain aux usagers. Oui, les accidents font beaucoup de victimes en deuxième région.
Pour inverser cette tendance, nos interlocuteurs estiment qu'il est impérieux de mettre un accent particulier sur la sensibilisation et de respecter scrupuleusement le code de la route. J'exhorte les usagers des routes à plus de prudence et surtout au respect strict du code de la route et les contrôles techniques, surtout à un changement de comportement aussi. Je demande d'alerter le plus rapidement possible les services de la protection civile. Et ça nous permet d'être efficaces et ça nous permet aussi également de sauver des vies. Il y a lieu vraiment de limiter la vitesse et encore d'éviter la consommation de tout ce qui est excitant. Quand on est en voyage, le chauffeur en tout cas doit avoir ses réflexes pour éviter tout ça, ce qui peut en tout cas provoquer des accidents au cours du voyage. Nous avons tout ce qu'il faut vraiment pour le bien de notre travail. Mais ce que nous déplorons seulement est que il faut un accident de la voie publique et survient toujours en cas du non-respect du code de la route. Donc si les usagers peuvent respecter le code de la route, ça va être une bonne chose. Dans la région de Koulikouro, si nous prenons la RN27, à ce niveau, nous enregistrons beaucoup d'accidents très graves de la circulation routière. Parce que nous avons constaté qu'avec les véhicules, les camions-bennes, ils conduisent en excès de vitesse. Et avec la traversée imprudente des piétons, malheureusement, nous déplorons beaucoup de pertes en vie humaine. Sur d'autres itinéraires aussi, tels que la route qui mène vers Kati, compte tenu de l'étroitesse de la chaussée, et des camions semi-remorques rentrent en collision pour la plupart des temps. Donc c'est vrai, beaucoup d'efforts ont été faits dans le cadre de l'amélioration de nos routes, mais il nous faut vraiment observer le code de la route pour une réduction nette des accidents de la voie publique. Au niveau de la protection civile de Koulikouro, le secours est assuré par 2 ambulances médicalisées, un camion d'incendie de 10 000 litres, un camion d'appui et d'une échelle automatique pivotante. Nous intervenons pour non seulement assurer la prise en charge des victimes d'accidents de la circulation routière, et puis les acheminer le plus rapidement dans un centre de santé le plus proche. Depuis notre arrivée, nous avons vraiment accentué les sensibilisations et également initié des formations. Ces formations consistent à apprendre à la population les gestes qui sauvent avec ces notions élémentaires. Les populations qui seront témoins des cas d'accident pourront vraiment être en mesure d'appliquer ces gestes afin d'amoindrir la souffrance des victimes avant l'arrivée des secours spécialisés. Pour réduire les accidents de la circulation sur nos routes, les spécialistes exhortent les usagers à être prudents, respecter le code de la route et faire régulièrement la visite technique de leur véhicule. Sur un tout autre plan, à présent tenu d'une rencontre entre les acteurs de l'écosystème entrepreneurial féminin, de nouvelles initiatives sont recensées et des recommandations formulées. La rencontre est organisée par le Conseil des affaires Pays-Bas-Afrique. Mariam Kone. À travers cette rencontre, les acteurs de l'entrepreneuriat féminin au Mali joignent leurs efforts pour la promotion de l'autonomisation des femmes confrontées à plusieurs défis et obstacles qui ne facilitent pas leur autonomisation individuelle. Le déclin progressif dans la capacité de production de la société malienne face à une crise qui exacerbe les vulnérabilités des plus marginalisés, en particulier des femmes, et par conséquent leur autonomisation. Selon les statistiques de l'Agence pour la promotion des investissements, de 2016 à 2021, moins de 15% des entreprises créées au Mali étaient portées par les femmes. Ceci a amené ONU Femmes à adopter des mesures spécifiques pour encourager les femmes à entreprendre et soutenir celles qui ont osé emprunter le chemin de l'entrepreneuriat. Parmi les actions déjà menées dans ce sens, nous pouvons citer l'opérationnalisation de Women Business Center au sein de l'Agence de promotion des investissements Mali, qui a pour objectif d'appuyer la formalisation et la structuration des entreprises féminines, de faciliter l'accès à l'information pour les entreprises des femmes et de jeunes. L'Europe se donne comme priorité
d'encourager l'autonomisation et le développement socio-économique des femmes, y compris par l'accès à la propriété foncière, l'emploi décent et la promotion de l'entrepreneuriat féminin. La représentante du ministre en charge de l'entrepreneuriat national a réaffirmé l'engagement de son département à soutenir les efforts des acteurs de l'écosystème entrepreneurial féminin au Mali. Également dans l'actualité au Mali, Kidal qui a accueilli récemment un congrès extraordinaire du MNLA, congrès sanctionné par plusieurs décisions, nous dit Idrissa Djibrila Maïga. Ce congrès extraordinaire du MNLA est perçu comme un moment de communion des cœurs et des esprits. Cela conformément à la vision de fédérer tous les mouvements signataires de l'accord de paix ici du processus d'Alger pour faire face aux énormes défis. L'accord pour la paix joue un rôle capital dans le processus de paix au Mali de façon globale. Et de ce fait, c'est un outil capital dont la mise en œuvre permettra de réduire les souffrances et de poser les jalons d'une refondation réelle. L'accord est un document contributif capital dans le cadre de la thématique de refondation du Mali. Ici au congrès du MNLA à Kidal, nous en avons parlé, nous avons sensibilisé à ce sujet-là, nous avons fait le point. La réunion décisionnelle qui a eu lieu il y a 2 semaines à Bamako, en début août, a été, n'est-ce pas, un tournant décisif. Et de ce fait, ici, nous appelons les populations et les militants à considérer qu'il faudrait accompagner cela. Donc, pour nous, l'accord pour la paix et la réconciliation doit rapidement bouger. Le congrès a regroupé plus de 1000 personnes, dont des responsables de différentes instances politiques, militaires, le représentant du gouverneur de la région de Kidal, les autorités intérimaires et plusieurs hautes délégations. Des résolutions fortes ont été prises, comme la réorganisation interne du MNLA. Le Congrès réaffirme le principe de fusion des mouvements au sein de la CEMA en une seule entité politico-militaire. L'actualité des sports, Abdul Karim Kaba en plateau avec moi. Bonsoir. Bonsoir, Ibrahim Traoré. D'abord du foot avec la Super Coupe Assimi Goïta, colonel Assimi Goïta, la 4e journée a donné le ton cet après-midi. Oui, la 4e journée a donné le ton cet après-midi dans la Supercoupe colonel Assimi Goïta, édition 2022 au stade Mamadou Konaté. Cet après-midi en première heure, l'équipe de la présidence a dominé celle des Cailles par le score de 4 buts à 1. Caille donc éliminé avec 4 défaites en temps de sortie. En seconde rencontre, Ségou était face à Bamako et cette rencontre a tourné à l'avantage d'Abamako qui gagne par 1 but à 0 devant les Ségoviens. Au programme demain, toujours au stade Mamadou Konaté, à partir de 16h, Kouloukoro affrontera l'équipe du gouvernement en deuxième match. Kidal jouera contre Gao. Cette 4e journée de la Supercoupe colonel Assimi Goïta se poursuivra jusqu'au mardi. Et football toujours, avec cette fois-ci les demi-finales de la Coupe ORTM qui sont prévues le week-end prochain. D'abord, samedi 10 septembre, la première demi-finale opposera les joueurs détenteurs de la Coupe, c'est-à-dire la commune 4 et leurs voisins de la commune 3, qui de la commune 4 ou de la commune 3 sortira victorieuse. Eh bien, la réponse, c'est samedi prochain au stade Mamadou Konaté. En seconde demi-finale de la Coupe ORTM, la commune 6, finaliste malheureuse de l'année dernière, sera aux prises avec la formation de la ville garnison Kati. Cette rencontre se jouera dimanche. Rendez-vous donc le week-end prochain pour les demi-finales de la Coupe ORTM édition 2022. Également dans l'actualité des sports, le club champion en titre, le Djoliba AC a tenu une assemblée générale aujourd'hui. L'Assemblée générale ordinaire des supporters du Djoliba Athletic Club, c'était en présence c'était au complexe sportif Kanonga Keita. L'événement présidé par le président du Djoliba AC, Tidjane Média Nyamele, a été l'occasion pour les responsables des Rouges de Bamako de faire le point de la contribution des supporters pour l'année écoulée avant de se projeter sur la nouvelle saison. Il a aussi été question de transfert des joueurs pour la saison à venir.
Autre temps fort de cette Assemblée générale, la campagne africaine. Plus de doute, le Djoliba Acier va jouer son match du tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. D'ailleurs, le Rouge voyage ce mardi pour la Guinée équatoriale avec une délégation de 25 personnes. À suivre le développement de cette Assemblée générale des supporters de Djoliba Athletic Club ce lundi dans l'émission Score sur la télévision nationale à partir de 21h30. Merci beaucoup Abdul Karim Kaba. Merci bien, Ibrahim Traoré. Du sport à la culture, oui, la chronique culture et société nous amène ce dimanche dans un centre culturel chorégraphique dans la région de Koulikoro. Les activités dans ce centre multifonctionnel, la création artistique avec à la clé l'apprentissage, la promotion et la diffusion des œuvres. Alpha Maïga et Aruna Diarra. Le Centre national de chorégraphie qui se dresse au bord du Djoliba à Titibougou, dans la région de Koulikoro, vit toute la culture malienne. Ainsi, il devient un acteur majeur de la vitalité et de la structuration de la création chorégraphique au Mali. Son initiateur n'est pas un inconnu du monde des arts et de la danse. Aussi, il n'est pas également méconnu sur le plan international. Sékou Keïta apporte ainsi sa pierre à l'édifice national. Sékou Keïta et son centre chorégraphique ont l'ambition de rayonner sur le plan international. Moi, en tant que danseur, en tant que chorégraphe, on peut venir en fait répéter. En dehors de répéter, on peut venir faire des résidences de création, de spectacle. Il y a une salle en fait où il y a les mêmes proportions de la scène du Palais de la Culture, qui est proportionnelle aux mêmes scènes en Côte d'Ivoire. Il y a aussi un studio d'enregistrement pour les musiciens. Il y a aussi un endroit pour faire des spectacles, comme on dit, privés VIP. Bamako manque d'infrastructures culturelles. La réalisation d'une infrastructure comme celle-ci vient résoudre en grande partie justement ce manque dont souffre la population de Bamako. La culture se nourrit de la créativité. Et sans la créativité, elle se meurt en silence. C'est une première au Mali qu'un tel centre chorégraphique soit installé et du coup multifonctionnel. Ce centre constitue donc un label pour la politique culturelle du ministère en charge du domaine dans la promotion des acteurs. C'est une opportunité, une belle chance qui est donnée à la population de Bamako, à la population malienne, surtout à la jeunesse. L'avenir est assuré, la relève l'étant déjà. Avec le temps, je vois comment les choses se passent. Avoir une équipe de tournage, avoir un lieu qui vous appartient, être libre de faire ce que vous avez envie de faire, ne pas dépendre, malheureusement je disais, ne pas dépendre des sponsors, ne pas dépendre aussi même du gouvernement. Tout est beau, tout est rose, l'album finit au Palais de la Culture, le concert de 2 heures, mais il y a beaucoup de travail en amont, il y a beaucoup de travail en avant. Et ce travail-là, il faut être vraiment à l'aise, être dans un endroit sécurisé et un endroit bien où vous pouvez créer. Ça peut être résidence. Il va consolider la vie chorégraphique des utilisateurs, stimuler d'autres initiatives culturelles de ce genre. Le centre, qui est déjà représentatif de sa grande diversité de langage et de formes de la danse, se veut, de par la vision de son initiateur, mettre en œuvre l'activité de création des artistes. Le peu que j'ai amassé, je l'injecte pour le futur, je l'injecte pour les jeunes. Parce que finalement, on se la joue dans 30 ans, mais je serai derrière. Et là, c'est pour le Mali, en fait, c'est pour la jeunesse. Le centre accompagne aussi des artistes et compagnies indépendantes dans le cadre de l'accueil studio ou d'associations d'artistes pour d'autres activités culturelles. C'est pratiquement les mêmes dimensions des scènes où on a évolué. C'est un bel exemple de coopération, de collaboration. Les PPP, comme on le dit, le Mali a légiféré dans ce domaine. On a la chance d'avoir une richesse culturelle qui n'est pas donnée à tout le monde en Afrique de l'Ouest. Vraiment, on a cette chance-là, musicalement, dans le chant, dans le danse, dans l'habillement, dans les contes, dans le gestuel.
Il faut le dire, Sékou Keïta développe depuis des ans une politique en matière de transmission de la culture chorégraphique et d'éducation artistique et culturelle et assure un rôle de lieu, ressource pour la danse sur le Mali, voire le continent africain. Un mot de santé avec le point Covid du jour. Ce dimanche, les services de santé ont enregistré 47 nouveaux cas positifs sur 973 tests réalisés. On note 27 guéris et pas de décès. À ce jour, 178 patients sont placés sous traitement. Un rendez-vous à suivre dans nos programmes ce soir, question d'actualité, avec comme thème les 2 ans de la transition. Les invités vont apporter des éclairages sur certains grands chantiers, comme la sécurité. Il s'agit de Baka Bini Keïta, enseignant-chercheur, Maïniaré, elle est vice-présidente du réseau international des femmes leaders du Mali, et Yoro Diallo, journaliste, chercheur. Question d'actualité, c'est ce soir en langue bamanakan, après l'émission Défense citoyenne, une animation de Cheikh Oumar Sangari. Page noire de cette édition, le ministère de la Culture annonce le décès de Nabintou Diakité, artiste musicienne. Décès survenu ce dimanche des suites d'une maladie. Ces obsèques auront lieu demain à 16h à Fana, chez son époux. À sa famille pleurée, l'ORTM présente ses condoléances donc à la famille de l'illustre disparu. Fin donc de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bon début de semaine à toutes et à tous et excellent moment de télévision à notre compagnie. Bonsoir.